critère de l'expérience cruciale conduit Lakatos à repenser le concept de théorie. Grand C, la notion de programme de recherche. On l'a dit, l'objectif de Lakatos était double. Rendre compte de l'impossibilité pour une théorie d'être vraie ou fausse, et pourtant d'être encore une démarche scientifique. Et puis, rendre compte de l'activité très concrète des scientifiques. Comment eux procèdent, comment eux ont choisi une théorie plutôt qu'une autre, comment eux ont décidé qu'une théorie était plus pertinente qu'une autre. Or, la science se révèle être une activité universitaire, avec ses codes, ses modes de procédé, etc. En particulier, une chose très importante en science, c'est la recherche de fonds d'argent. Et c'est ce qu'on appelle des programmes de recherche. C'est-à-dire que les scientifiques exposent des éléments théoriques et exposent les expériences possibles et les résultats attendus, et à partir de cet exposé-là, ils obtiennent les fonds, ou non, pour réaliser ces expériences et tester leur théorie. Il y a donc tout un programme de recherche à développer. C'est autour de cette notion que Lakatos repense la notion de théorie. Et il constate que dans un programme de recherche, il y a deux grands niveaux d'hypothèses. Un premier niveau, c'est le noyau dur de la théorie, du programme de recherche. Si on abandonne ce noyau dur, alors on abandonne le programme de recherche. Si on abandonne l'idée que la Terre est au centre et que les planètes tournent autour de la Terre selon une trajectoire circulaire, on abandonne Ptolémée. Si on abandonne l'idée que deux corps s'attirent à proportion de leur masse chez Newton, alors on abandonne la théorie de Newton. Ça, c'est le cœur du cœur de la théorie, c'est ce qu'il a défini. Mais cette théorie, elle est toujours accompagnée d'hypothèses auxiliaires. Elle est toujours accompagnée de tout un tas d'hypothèses qui permettent d'articuler cette théorie à l'expérience. Les moyens d'observation, les conditions d'observation, les rapports, la proportion entre tel et tel élément dans la loi, etc. Tout cela, en revanche, dit Lakatos, ça peut être modifié. Et c'est souvent d'ailleurs sur ce point-là que les scientifiques travaillent pour réussir à résoudre les anomalies qui se présentent. Au début, le scientifique a juste l'idée qu'il y a une proportion, par exemple, entre deux données. Et tout son travail est de déterminer quelle est exactement cette proportion. Et c'est exactement ce qu'il fait, et là, il y a des recherches, il y a des tâtonnements, etc. Ce sont les hypothèses auxiliaires, elles sont modifiables. Cela conduit Lakatos à distinguer deux grands types de programmes de recherche, les progressifs et les dégénératifs. Un programme de recherche dégénératif, c'est un programme de recherche qui n'augmente plus la connaissance, c'est-à-dire qui n'est plus capable de faire découvrir des faits jusqu'alors inconnus, qui accumule les anomalies, c'est-à-dire à qui on oppose des faits nouveaux qu'il n'est pas capable d'expliquer, et qui, pour essayer de se protéger contre toutes ces falsifications, contre toutes ces anomalies, ne cesse de compliquer les hypothèses auxiliaires avec des hypothèses de plus en plus saugrenues pour faire croire qu'il n'est pas encore faux. Pourtant, un programme dégénératif n'est pas dégénératif en lui-même. Il y a des programmes de recherche qui ont duré des siècles, peut-être, parce que nous n'avions pas d'autres théories à proposer en face. En réalité, un programme de recherche devient dégénératif lorsqu'il y en a un autre qui s'avère progressif et qui a les caractères opposés. C'est-à-dire qu'il ne cesse de faire découvrir de nouveaux faits jusqu'alors inconnus. Il étend le monde de la connaissance. Ensuite, il rencontre peu d'anomalies ou alors il est capable de les résoudre assez simplement en ajustant ses hypothèses auxiliaires. Et troisièmement, il n'a pas besoin de complexifier la théorie plus qu'elle n'est pour expliquer les anomalies qu'il rencontre et les résoudre. Autrement dit, c'est une théorie qui est à la fois simple, à la fois qui étend le domaine de connaissance, qui a une extension plus grande et qui ne rencontre pas de difficultés majeures. Ça, c'est un programme progressif et c'est la raison pour laquelle les scientifiques se dirigent vers ce type de programme, même si souvent au début il est peut-être moins efficace que le programme dégénératif. Simplement, le programme dégénératif ne semblant plus proposer de progrès, alors on se tourne vers un nouveau programme progressif, c'est-à-dire plein de promesses. Alors voilà, on en a terminé sur ce cours sur la science et l'expérience, dans laquelle on a essayé de comprendre comment l'intelligence humaine, dans les sciences expérimentales modernes, avait un rapport avec la nature. Et il est très important de faire une petite synthèse à la fin pour voir combien notre idée de la science comme étant une connaissance absolue, qu'il est impossible de remettre en cause, est très très loin de ce que disent les scientifiques de leur propre activité. Alors que le vulgus pecus comme nous pense que la science sait, au contraire, le scientifique est un homme qui doute, qui remet en question, qui fait passer des tests, qui cherche à chaque instant à mettre les limites de sa théorie, voir la pierre d'achoppement qui le conduira à dire que sa théorie n'est pas capable de tout expliquer. Et c'est là où on voit une vraie différence. Le scientifique est capable de dire, en l'état actuel des connaissances,
Ce programme de recherche, cette théorie est ce qui apporte les meilleurs résultats. Mais il ne doute pas que dans 10 ans, 20 ans, un siècle, 1000 ans, nous soyons capables de proposer un nouveau modèle théorique avec plus de puissance explicative. Et il ne faut jamais exclure que dans un temps plus ou moins long, nous voyons notre époque scientifique comme nous voyons Ptolémée, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous paraît insensé, fou, incompréhensible, un paradigme incapable d'expliquer le monde tel qu'il fonctionne. Et c'est ça la force du scientifique. Il est d'autant plus confiant dans sa connaissance qu'il sait qu'il se donne les moyens d'aller aux limites de celle-ci pour la remettre en cause s'il était besoin. Bien loin d'une croyance scientiste qui croit que la science pourra tout résoudre à tout instant et qu'elle sera la vérité absolue. Reste une difficulté qu'il faut aborder très rapidement à la fin. Si la science ne peut pas prétendre posséder la vérité sur la nature, si la science ne peut même pas être capable de dire absolument que ce qu'elle dit est faux, cela signifierait qu'il faudrait exclure de toute connaissance le vrai ou le faux? Ou ne peut-on pas faire une autre hypothèse et dire qu'en réalité, la science, avec son mode de procédé très particulier, obtient des connaissances très fortes, mais qui ne sont ni vraies ni fausses absolument, et qu'il y aurait peut-être, mais dans ces cas-là, lequel et dans quelles conditions, un autre mode d'expérience, un autre mode de connaissance qui permettrait d'atteindre le vrai? Comment pourrait-on dire que si la science n'arrive pas à atteindre le vrai, un autre type de connaissance l'atteindrait? Ça, c'est une question difficile